Petite information avant de commencer cette vidéo. Suite à un problème technique, vous risquez d'entendre une différence de son entre la première et la deuxième moitié de cette vidéo. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Quand on imagine son bonheur, c'est souvent dans l'après. C'est quand j'aurai X ou une fois que Y. Comme s'il nous manquait perpétuellement quelque chose. Comme s'il y avait toujours encore une étape de plus entre nous et notre bonheur. Aujourd'hui, on expose cette fausse croyance et on la réduit en miettes. Partie 1. L'adaptation hédonique. On a la fâcheuse tendance à se dire que les choses iront bien pour nous une fois que. Quand les travaux de l'appartement seront finis, quand j'aurai eu ma promotion, quand j'aurai rendu mon rapport de stage, quand la petite phrase est nuit, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai démissionné, quand j'aurai trouvé l'amour. On se persuade que c'est derrière telle acquisition, tel événement, tel accomplissement que nous attend notre bonheur. C'est un piège qui tend au contraire à maintenir notre bonheur à distance. Ce n'est pas le fait de vouloir plus qui pose problème, c'est de croire qu'on ne peut pas être heureux ou heureuse avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre vie, là, maintenant, dont vous rêviez à un moment donné? Vous étiez persuadé que l'obtenir ferait toute la différence. Et puis vous l'avez eu! Et après? On va prendre un exemple tout bête. Faut que je fasse la vaisselle. J'ai tellement hâte de m'acheter un lave-vaisselle. Un achat de lave-vaisselle plus tard. Merci, oh lave-vaisselle sacrée, je te vénère. 2 mois plus tard. Faut que j'ai de la lave-vaisselle. Vous commencez à voir ce que je veux dire? Évidemment, le lave-vaisselle, c'est pour illustrer le concept. Mais ce mécanisme, on le retrouve partout, même dans ce qui compte vraiment. Ce phénomène psychologique a un nom, l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est la tendance humaine à s'adapter rapidement aux changements, qu'ils soient positifs ou négatifs, et à revenir progressivement à un niveau de bonheur relativement stable. En clair, ce qui nous semble un jour tout changer devient progressivement notre nouvelle norme. Il y a une image qui permet de mieux comprendre le principe. C'est celle du thermostat. Imaginez que votre niveau de bonheur soit réglé sur un thermostat. Lorsqu'un événement provoque un impact émotionnel positif ou négatif, notre niveau de bonheur ressenti varie temporairement. Mais le thermostat tend à le ramener vers son niveau de référence. Notre niveau de référence se construit au fil de notre vie, à travers nos expériences, notre environnement, notre histoire personnelle. Alors on pourrait être tenté de se dire, puisque notre niveau de bonheur tend à revenir constamment vers son niveau de référence, le bonheur durable n'est qu'une illusion. On pourrait soit courir indéfiniment après toujours plus, soit renoncer complètement à la recherche du plaisir. C'est ce que les psychologues ont appelé le tapis roulant hédonique. Soit on court après toujours plus, soit on renonce et on descend du tapis. C'est la vision pessimiste de l'adaptation hédonique. Mais il y a une lecture plus nuancée. Des recherches plus récentes ont montré que certains types de changements peuvent en réalité élever notre niveau de référence de façon durable. Autrement dit, on peut descendre du tapis sans pour autant renoncer au plaisir. Tout ne se vaut pas quand il s'agit de bonheur. Il y a donc une distinction essentielle à faire. D'un côté, il y a ce qui nous procure de la joie ou du confort sur le moment, et de l'autre, ce qui a le pouvoir de contribuer à notre bonheur fondamental. Dans la vidéo précédente, que vous pouvez voir juste ici, on avait défini le bonheur comme un état de l'être qui est agréable, général, par défaut et durable. Les sources de joie ou de confort contribuent à l'aspect agréable. Elles ont donc leur rôle à jouer. Mais dans l'image du thermostat, elles représentent seulement les variations éphémères de température. L'état par défaut, c'est le niveau de référence du thermostat. C'est l'état vers lequel on revient naturellement après une émotion positive ou négative. Ce qu'il faut donc retenir. Pour faire du bonheur un état général par défaut et durable, il faut porter notre attention sur ce qui peut augmenter le niveau de référence du thermostat, pas seulement ce qui nous élève temporairement au-dessus. Et c'est loin d'être facile, parce qu'en plus de l'adaptation hédonique, il y a 2 autres mécanismes qui renforcent cette croyance que le bonheur, c'est toujours pour plus tard. Partie 2. Le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est un principe psychologique selon lequel, à intensité égale, les événements négatifs ont un impact plus fort que les événements positifs sur nos émotions, notre attention et notre mémoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle de poids équivalent, vous serez généralement plus contrarié par la mauvaise que vous ne serez enthousiasmé par la bonne. Le négatif a tendance à laisser une trace plus profonde et plus durable. L'explication la plus généralement admise de ce phénomène est qu'il s'agit d'un mécanisme adaptatif qu'on a développé pour notre survie. Ignorer une opportunité, ça a peu de conséquences immédiates, mais ignorer un danger, ça peut nous être fatal.
Le cerveau a donc évolué pour accorder davantage d'attention aux signaux négatifs. Revenons-en à notre fameuse croyance. Je pourrais être heureuse une fois que X. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'une fois qu'on a X, X cesse d'être perçu comme un manque. Mais le biais de négativité tend à continuer d'orienter notre attention vers le manque. Alors naturellement, X devient Y. Je pourrais être heureuse une fois que Y, je pourrais être heureuse une fois que Y, je pourrais être heureuse une fois que Y. Et puis on obtient un Y. Alors maintenant il nous manque Z. Et ainsi de suite. Encore et encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas uniquement l'absence de X, Y ou Z qui entretient notre insatisfaction. C'est la tendance de notre cerveau à accorder plus de poids à ce qui nous manque qu'à ce qui est déjà là. Tant qu'on ne régule pas cette tendance, on continue de courir après le manque. Et ça ne s'arrête pas là. Plus on laisse cette tendance opérer, plus elle tend à se renforcer. Plus notre cerveau suit ce fonctionnement, plus ce fonctionnement devient rapide, efficace et automatique. C'est ce que nous montre le troisième et dernier mécanisme. Partie 3. La neuroplasticité. Imaginez une forêt sauvage. Que de la végétation, partout, 100% nature. Aucune route, aucun chemin, rien. Imaginez que vous traversez cette forêt. Vous marchez un peu au hasard, sur des feuilles, sur de la mousse, vous dégagez quelques branches, vous glissez sur une grosse pierre, et vous arrivez de l'autre côté. Le lendemain, vous devez traverser à nouveau la forêt. Vous avez déjà une meilleure idée de ce qui vous attend. La traversée ne vous est plus inconnue. Vous voyez les branches que vous avez déplacées, vous reconnaissez la pierre sur laquelle vous avez glissé, vous remarquez même vos traces de pas dans la boue de la veille et les feuilles que vous avez écrasées en marchant. Vous faites ce même trajet tous les jours. Vous connaissez par cœur votre petit itinéraire. Vous pourriez le faire les yeux fermés. Et un jour, vous faites une découverte étonnante. Passage après passage après passage après passage, vous avez fini par tracer un chemin facile, accessible, évident. C'est exactement ainsi que fonctionne le cerveau. Chaque pensée active des circuits neuronaux. Plus vous vous répétez cette pensée, plus vous renforcez ces circuits. Ils deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus accessibles, de plus en plus automatiques. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ce que ça implique. Vous vous répétez « quand j'aurai X, je serai heureuse, quand j'aurai X, je serai heureuse, quand j'aurai X, je serai heureuse, quand j'aurai X, je serai heureuse ». En entretenant cette pensée, en empruntant régulièrement ce même circuit, vous avez progressivement renforcé une tendance de votre cerveau à projeter votre bonheur dans le futur et à le conditionner à quelque chose d'extérieur. Et puis un jour, vous avez X et la spirale s'enclenche. L'adaptation hédonique vous ramène à votre niveau de bonheur initial, le biais de négativité met en lumière ce qui ne va pas ou ce qui vous manque, et votre cerveau connaît très bien le chemin depuis ce point de départ. Vous repartez naturellement. Quand j'aurai Y, je serai heureuse, quand j'aurai Y, je serai heureuse, quand j'aurai Y, je serai heureuse, quand j'aurai Y, je serai heureuse. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de pouvoir renforcer des circuits neuronaux, la neuroplasticité permet également d'en créer de nouveaux à travers l'apprentissage et l'entraînement. Il est donc possible d'entraîner son cerveau à fonctionner différemment. Mais encore faut-il le faire. Si vous ne faites pas la démarche de créer et surtout de renforcer un autre circuit, c'est l'ancien qui restera le plus accessible. Et votre cerveau continuera, presque automatiquement, à vous dire qu'il vous manque quelque chose avant de pouvoir accéder au bonheur. Partie 4. Calibrer la machine à bonheur. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La priorité, c'est de distinguer plaisir et bonheur. C'est vraiment capital de comprendre la relation entre plaisir et bonheur. Le plaisir, la joie, sont des sensations positives dans notre quotidien. Ces sensations positives contribuent à nous maintenir dans un état agréable. Elles contribuent donc, dans une certaine mesure, à notre bonheur. Mais elles sont éphémères. L'adaptation hédonique atténue leur impact émotionnel avec le temps, le biais de négativité diminue leur poids émotionnel face aux contrariétés du quotidien, et notre cerveau continue de renforcer le circuit neuronal le plus actif. Alors la prochaine fois que ce schéma se manifeste, que vous vous surprenez à projeter votre bonheur derrière quelque chose, prenez un instant pour vous demander, est-ce que cette chose me procurera de la joie sur le moment ou est-ce qu'elle apportera un changement nécessaire à mon bonheur durable? Les deux réponses sont complètement OK. Mais se poser cette question, ça permet d'être au clair sur l'impact effectif que les objets de nos désirs auront sur notre bonheur. Ça permet d'agir avec intention. Il est tout aussi important de mettre de l'intention quand il s'agit de diriger notre attention. Le cerveau reçoit en permanence une quantité astronomique de signaux. Et notre attention est limitée. Donc il faut faire une sélection. Pour ça, le cerveau a un système qu'on appelle le système d'activation réticulaire, ou SAR. Ce système filtre les informations sensorielles et oriente notre attention vers ce qui est jugé pertinent. Ce filtrage
a un impact énorme sur notre perception de la réalité. Il y a un exemple très connu pour illustrer le concept, l'exemple de la voiture rouge. Imaginez que vous vouliez acheter une voiture rouge. Soudain, vous voyez des voitures rouges partout. Elles n'ont évidemment pas poussé dans la nuit. Mais comme votre attention est orientée vers les voitures rouges, votre cerveau va simplement vous rendre beaucoup plus sensible à leur présence. Qu'est-ce que ça implique ? Votre cerveau filtre activement les informations pour vous montrer ce que vous lui signalez comme méritant votre attention et influence fortement votre perception de la réalité. Et comme on sait que le biais de négativité nous pousse à accorder plus de poids au négatif qu'au positif, notre cerveau tend à juger le négatif comme plus pertinent et donc oriente naturellement notre attention vers le négatif. Et plus on se concentre sur le négatif, plus on renforce la tendance de notre cerveau à se concentrer sur le négatif. La spirale infernale, quoi. Bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est calibrer notre cerveau au service de notre bonheur. Pour ça, on peut utiliser ces systèmes à notre avantage. On sait maintenant que ce sur quoi on porte notre attention façonne notre expérience subjective. Alors si on met activement et régulièrement notre attention sur le positif, notre cerveau va progressivement accorder plus d'importance au positif. Il va donc nous montrer de plus en plus de positif autour de nous. Et ce n'est pas tout. Plus on s'entraîne à voir le positif autour de nous, plus notre cerveau renforce les circuits neuronaux associés à ce type d'attention. Et donc, plus il devient facile et automatique de voir le positif. Le fait de porter notre attention sur le positif ne veut pas dire pour autant nier nos émotions ou nos expériences négatives. Simplement, puisqu'on sait que le négatif aura un impact émotionnel fort, on a tout intérêt à chercher à l'équilibrer, en reformulant, en changeant de perspective, en recherchant des aspects positifs concrets à la situation. Sans tomber dans la positivité toxique ou dans la négation des émotions, il y a des bénéfices à porter notre attention sur du positif dans une situation négative. L'une des façons les plus accessibles et les plus efficaces d'entraîner son cerveau à voir le positif, c'est pratiquer la gratitude. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de lister régulièrement les choses pour lesquelles on se sent reconnaissant ou reconnaissante. Ainsi, on ralentit l'adaptation hédonique en prolongeant le plaisir, on atténue le biais de négativité en redirigeant notre attention vers le positif, on renforce les circuits neuronaux qui repèrent et profitent du positif. Les effets observés de la gratitude sont entre autres l'augmentation du bien-être subjectif, la diminution du focus sur le négatif et l'amélioration de la satisfaction globale. Le fait d'éprouver de la reconnaissance pour ce qui est déjà là contre naturellement l'idée que le bonheur n'existe que plus tard. On peut d'ailleurs pratiquer la gratitude en temps réel, en savourant, en ralentissant, en profitant de l'instant et en portant vraiment notre attention aux expériences positives. On peut ralentir l'adaptation hédonique en faisant durer le plaisir. En fait, on peut faire beaucoup de choses et même entraîner son cerveau. On a vu que la répétition renforçait les circuits neuronaux et que plus une pensée était fréquente, plus elle devenait automatique. Ce que l'on se répète devient progressivement automatique. Pour changer le fonctionnement de notre cerveau, il faut intervenir activement de manière répétée. Il faut passer de subir ces schémas cognitifs à orienter activement ses pensées. Les affirmations, par exemple, sont une façon d'orienter consciemment nos pensées. On reparlera des affirmations de manière plus poussée dans de prochaines vidéos. Mais les grosses lignes à connaître, c'est qu'il faut qu'elles restent crédibles et cohérentes pour ne pas que notre cerveau les rejette et qu'il faut les répéter régulièrement. Dans ces conditions, les affirmations permettent d'orienter l'attention et de renforcer certains schémas cognitifs. Opérer ces changements dans le fonctionnement de notre cerveau est difficile. Vous verrez que les anciens circuits neuronaux sont loin d'être évidents à remplacer. Il est entièrement normal de galérer au début. Mais plus vous vous entraînez, plus ça devient facile. En résumé, quand il s'agit de votre perception du bonheur, le problème n'est pas ce que vous vivez, mais comment votre cerveau filtre, interprète, automatise. Et ce qu'il faut impérativement comprendre, ces mécanismes sont modifiables. Ce que vous entraînez finit par devenir votre fonctionnement par défaut. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle était très dense, alors je vous remercie infiniment si vous êtes encore là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me fera super plaisir. Si vous souhaitez qu'on se penche ensemble sur votre situation personnelle, jetez un œil aux accompagnements de Solvertigo. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et aussi à partager la vidéo. Je pense qu'on a toutes et tous besoin d'un petit peu de bonheur. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.